Schreurs. Je suis allemand, pas par choix, mais ça arrive. J'habite en Belgique, de là mon accent belge une fois. Et je suis venu pour vous présenter un peu et vous parler un peu de la technologie autour de nos boîtes à rythme et spécifiquement la TRI. Mais avant ça, je vais vous jouer quelques petits trucs. Ça vous va? Ouais, impeccable. Bonne chance, amour. Tout le monde se demande, il est où le 1?
C'est la machine qui l'a fait, c'est pas moi. Je supporte juste un peu de potard. Normalement, vous avez peut-être l'habitude de me voir derrière les claviers chez Roland pour des vidéos et des présentations de ces enjeux. Mais là, je suis très content de pouvoir vous expliquer un peu sur cette évolution de cette nouvelle boîte à rythme TR-1000. Roland a quitté, il y a 40 ans, le domaine analogique dans ces boîtes à rythme. Et vous trouvez sur le marché beaucoup de demandes sur des engins communautaires 808, comme sur mon t-shirt, et la 909 qui sont devenus des instruments hyper populaires dans la musique moderne. Ils ne l'étaient pas dans la période où nous avons conçu l'instrument. J'ai eu le plaisir d'avoir connu M. Kakehashi et de collaborer avec lui dans le développement de plein d'instruments. Et on a raconté sur des histoires de pourquoi certains instruments roulants ont eu un certain son spécifique, comme avec la TB303 que vous connaissez, qui date aussi encore du temps que nous faisions des instruments analogiques. Petite parenthèse, si ça vous intéresse, ces petites histoires, oui. Oui. La TB303, par exemple, c'était une machine que M. Kakehashi avait conçue pour remplacer un bassiste, pour un organiste. Un organiste, au lieu de se balader avec un orgamante et un bassiste et un batteur, l'idée de faire des boîtes à rythme, c'était pour remplacer le batteur, pour remplacer le bassiste. Et M. Kakehashi était un fanatique du golf. Il jouait régulièrement au golf avec le CEO de Toshiba, une grande marque d'imprimantes. Et un jour, ils sont en train de jouer du golf et le gars de Toshiba, il n'a pas vraiment bonne mine. Et M. Kakehashi lui a demandé qu'est-ce qu'il y a. Donc il dit, on m'a fourni en fait un paquet de composants qui n'est pas du tout au niveau en fait de ce que nous aimerions faire avec notre prochaine imprimante. Je suis là avec ces composants et je ne peux rien faire avec. Et bon, Kakehashi a demandé que c'est quoi, et puis il lui a expliqué. J'ai dit, peut-être je peux utiliser ça, je te les prends, je vais te les acheter. Et puis voilà, ils étaient contents. Et le composant en question, c'était le composant qui avait une légère distorsion qui a été mis dans la TB303. La TB303 qui n'était pas du tout un succès commercial dans ce temps-là, jusqu'au moment que les gens commençaient à faire certains genres de musique, comme du acid ou la TB3. En fait, rajoutons cette saturation qui venait d'une mauvaise pièce de Toshiba a causé ce fameux son et qui a après en fait donné des valeurs à ces instruments. Ce sera mon pont vers les boîtes à rythme. Les boîtes à rythme, la même chose, la TR-808, 909, à part Sexual Healing, je ne pense pas, et évidemment après la CR78, que vous connaissez certainement aussi, de Phil Collins, In the Air Tonight, et tout ça, où ils ont combiné plusieurs patterns de ces anciennes boîtes à rythme. Ça ne remplaçait pas vraiment un batteur, mais quand même c'était un essai de pouvoir faire quelque chose d'électronique. Après, maintenant aujourd'hui, on paie jusqu'à 10-15 000 euros pour une 909 et une 808. Pour un Jupiter 8, on paye des masses de jusqu'à 30 000 euros. Pour ces anciennes synthés et boîtes à rythme analogiques. Et nous nous sommes dit chez Roland, en fait, pour nous, les vieux qui ont connu cette évolution de l'analogique, l'analogique c'est une ancienne technologie. Tandis que pour la jeunesse d'aujourd'hui, l'analogique c'est une nouvelle technologie. Alors, il fallait qu'on
fait de nouveau quelque chose avec notre savoir-faire du côté analogique. Et c'est de là qu'on est arrivé à créer la TR1000. Qu'est-ce que c'est la TR1000? En fait, la TR1000, elle consiste de plusieurs éléments. Ça veut dire qu'il y a dedans une TR808 analogique, donc les composants qui vont même plus loin que l'original, mais avec l'aide des anciens développeurs, en fait, qui étaient à la retraite, mais qui ont participé quand même à vérifier que tout ce que nous faisions dans ce développement soit au niveau de l'original. Où il faut dire, dans les originaux, il y a eu beaucoup de changements de composants, parce que c'était un des problèmes avec les générateurs analogiques, les composants analogiques, parce qu'ils n'étaient jamais construits ou développés pour être dans un instrument de musique, mais pour plein d'autres industries qui ont utilisé beaucoup plus que nous. Alors l'industrie des instruments de musique, c'est vraiment une petite industrie. Alors si nous décidons d'acheter des composants, il est important d'en acheter beaucoup afin d'être sûr de pouvoir continuer la production longtemps. Maintenant, nous avons su non seulement émuler, une fois que nous avions quitté ce chemin analogique et que nous nous sommes orientés vers un développement plus numérique, c'était une décision que pas tout le monde a appréciée, évidemment, mais l'avantage du numérique, c'était de ne plus être dépendant de cette fluctuation de composants et d'avoir quelque chose qu'on pouvait contrôler au niveau de la programmation et d'enlever tous les défauts de l'analogique dans le monde numérique, rajouter en fait du processing, faire des mises à jour, faire évoluer les instruments comme nous le faisons maintenant. Et où Roland a même commencé à faire ses propres puces. Vous verrez certainement dans l'industrie régulièrement, il y a des instruments qui disparaissent, qui ne sont plus disponibles parce que les pièces ne sont plus disponibles, alors la marque est obligée de créer un nouveau instrument, rajouter quelques trucs, ou de remplacer un écran, ou de remplacer des convertisseurs d'une autre marque, et puis de tout calibrer de nouveau, ou de choisir carrément de créer un nouveau instrument. Au Japon, par exemple, parce que Roland est une marque japonaise, faire des changements à des instruments, c'est défendu par la loi. Ce qui veut dire qu'il faut créer un nouveau instrument. Et pour ça, Roland a dit, bon, on va créer nos propres puces. Et là, pour l'instant, nous sommes sur la puce BMC, Behavior Modeling Core. Ce que ça fait, c'est en fait de la modélisation de comportement d'électronique. D'électronique analogique, hein, et avec la technologie ACB, Analog Circuit Behavior, nous arrivons à exactement recréer en mathématiques l'ADN d'un circuit analogique. Composant par composant, trajet par trajet, chaque courbe de print est en fait recalculée en mathématiques. Nous le faisons pas seulement avec des circuits analogiques, mais aussi avec des instruments acoustiques. Le V-piano en est un exemple, un piano entièrement calculé sur base mathématique. Le marteau, les cordes croisées, pas croisées, ainsi de suite, tout ça. C'est une technologie. Et cette technologie se trouve à l'intérieur de la puce. Et cette puce, ils ont dans la TR8S, le petit modèle que nous avions jusque-là. Et la TR1000 a également toute cette technologie à l'intérieur. Alors c'est un système hybride analogique 808-909, plus toute la technologie de modélisation. Ça veut dire de modélisation de comportement, behavior modeling à l'intérieur. Et ça nous mène à une possibilité d'avoir une surface où je peux, sur chacune de ces tranches que vous voyez ici, alors j'ai ma grosse caisse claire, les tomes, right symbol, hi-hat, closed hi-hat, open hi-hat. Bon, évidemment, ce sont des noms, mais ce que j'y assigne, je suis complètement libre.
Ce qui est particulier sur cet instrument, sur la TR1000, c'est que vous voyez que ces curseurs-là, ils ont plus de place que les derniers. C'est très simple parce que cette voie-ci de grosse caisse, elle a 2 générateurs de son. Et celle à côté aussi, ces 4-là, ils ont 2 générateurs de son. Ça veut dire que je peux avoir une grosse caisse d'une TR-808 analogique d'un côté, et de l'autre côté, une grosse caisse de TR-909 ou un modèle de modélisation ou un échantillon que j'aimerais mixer et faire du morphing entre ces différentes grosses caisses. C'est ce que j'ai fait avec le premier exemple. Par exemple, ici sur cette tranche-là, j'ai 2 grosses caisses. Un effet de sidechain, vous entendez, un effet qui est intégré aussi dans la boîte à rythme. Et puis, une grosse caisse 909. Et je peux en fait mixer, calibrer entre le chemin. Là, je travaille avec de l'échantillonnage PCM sur le côté B et sur le générateur A, j'ai en fait le moteur analogique. L'avantage, c'est que maintenant, je peux enregistrer et sauvegarder tous les mouvements, toutes les positions du pitch, du decay, tous les effets, les assignations à l'intérieur d'un pattern, ce que je ne pouvais pas faire avec les anciennes en analogique. Alors j'ai ça à l'intérieur. Je vais juste changer vers un pattern pour vous faire écouter un peu les différentes sonorités. Commençons avec les grosses caisses. Sur la surface, ce que vous voyez, bon, vous avez un potard volume, un contrôle sur une entrée externe que vous pouvez utiliser pour échantillonner, parce qu'en fait, il y a un échantillonneur full spec à l'intérieur de la TR1000. Vous pouvez donc non seulement importer les fichiers WAV, peu importe de la source, ou même carrément échantillonner à l'intérieur de la TR1000. Sa mémoire, évidemment, les presets préoccupent un peu de place, mais il vous reste 48 gigabytes de mémoire à l'intérieur pour stocker vos échantillons à vous, tous les settings. Et puis après, je vois en fait tous les différentes modes. Un song mode, ça veut dire enfin ce que la TR8S n'avait pas encore. Nous sommes passés à un mode où je peux créer des morceaux entiers, combiner des patterns qui consistent de jusque 8 blocs, qui ont chacun un nombre de mesures que je peux programmer. Et puis des possibilités d'enregistrement, soit statiquement ou en temps réel, les assignations en fait, ou les effets qui sont sur chaque tranche. Alors des effets spécifiques par instrument, mais sur le haut, vous allez voir, j'ai un contrôle d'accent rythmique, mais puis la reverb, delay, qui sont des effets master que je peux bien sûr assigner où je veux, mais aussi mastering effects, des EQ et des effets analogiques. Alors vous avez le circuit numérique, le circuit analogique. Vous pouvez passer de l'un à l'autre. Le flux audio, il est relativement libre à choisir. Vous pouvez juste sur une grille, soit à l'intérieur que vous allez suivre par l'écran, ou sinon par un logiciel que j'ai à côté qui, si on pourrait le montrer, quand je passe sur par exemple la grosse caisse, tout de suite se connecte directement sur mon ordinateur en USB-C. Il n'y a pas besoin d'installer des pilotes. Je peux tout de suite en fait communiquer et voir tout sur mon écran d'ordinateur, PC ou Mac, bien sûr. Même les échantillons, on verra ça tout de suite. Je peux également paramétrer sur l'écran ou sur la machine. Vite quelques sonorités, parce que mon temps il est presque passé. La grosse caisse. Je peux programmer en temps réel, je pourrais brancher en MIDI
des claviers ou des pads pour le faire, du trigger in. Il y a du trigger input, même avec une BT1 de Roland, le pad, je pourrais déclencher des sons. Ou soit le TREC mode, le mode d'enregistrement le plus facile qui existe, que tout le monde apprécie beaucoup dans toute la série TR que nous avions déjà sorti avant. Et il suffit juste de choisir l'instrument et puis de dire, d'assigner où je voudrais avoir le beat. Juste faire quelque chose de simple et vous faire entendre, pour commencer, la 808. Et vous allez voir maintenant avec les composants en fait qui sont non seulement en fait qui ont les mêmes caractéristiques que l'original, mais qui permettent d'aller plus haut et plus bas dans le pitch et aussi au niveau de la longueur du son, le decay, que j'ai d'autres choix. On a évidemment énormément de chance d'avoir une si belle sono avec une super équipe derrière. Et très rare. Je vais tester le système. Ça envoie. Les subas, ça envoie. C'est pas grave, c'est du neuf. Juste pour voir, si jamais en fait vous voulez l'écouter, nous avons notre stand à côté pour bien le tester. Évidemment, nous avons choisi des casques spécifiques parce qu'on ne peut pas trop faire de bruit pour les autres gens autour de nous. Mais vous allez pouvoir vérifier avec une légère distorsion de mesurer jusque aussi bas que ça me mène. Maintenant, si je passe sur l'autre côté, dans cette double chaîne, j'arrive sur un autre son qui est ACB. Juste pour vous prouver jusqu'à quel niveau notre technologie, dans cette puce qui est une puce Roland, permet d'émuler exactement ce circuit. Là, comme c'est du numérique, l'avantage c'est que j'ai pas de limite au niveau de hauteur et de baisse de sonorité. C'est l'avantage de la technologie. Alors, une migration entre des sons analogiques et numériques avec la technologie ACB qui sont à l'intérieur, ça vaut la peine de travailler dessus. Pour la Kesper, la même chose. Quand je passe dans d'autres aspects, là par exemple, ce que vous entendez, c'est le side stick de la TR-909, mais en ACB. Bien sûr, en fait, elle est dedans. Quelque chose qu'on faisait beaucoup sur les anciennes boîtes à rythme, c'est modifier les circuits. Le sidekick, par exemple, de la 909 originale consistait de 3 oscillateurs séparés, mais le pitch faisait contrôler les 3 ensemble. Afin de pouvoir maintenant, parce que dans les productions d'aujourd'hui, tout le monde veut changer le pitch de la grosse caisse vis-à-vis du son de basse pour que ça soit harmoniquement correct, on veut faire la même chose avec ce side stick. Et je vais passer sur l'éditeur maintenant. Et là, vous voyez que maintenant, dans la ACB, j'ai la possibilité de changer le tuning de chaque des 3 oscillateurs.
Avant, dans la 909 originale, je devais ouvrir la machine, plus de garantie, et commencer à souder des potards dessus afin de pouvoir modifier tous ces trucs-là. En revanche, si je fais la même chose avec... Alors maintenant, je vais juste les faire jouer, que vous entendez ce que je veux dire. J'espère que vous comprenez quelle importance ça peut avoir dans en fait une production de pouvoir carrément travailler au niveau de chaque oscillateur. Et il n'y a pas de différence qualitativement entre ces technologies ACB et l'analogique que j'ai à l'intérieur également. Alors je peux bien comparer, mais si je veux aller plus loin de ce que je peux faire avec les sons analogiques, je passe sur du ACD si j'ai envie. Évidemment, après ça, nous trouvons également, comme j'ai dit, des systèmes d'échantillonnage. Je peux créer des échantillons jusqu'à 16 minutes en stéréo, plusieurs. Alors je peux même m'en servir comme DJ pour faire tourner mon set, et puis de synchroniser l'ensemble, faire des vari-pitch, du morphing, comme je vais vous montrer maintenant. Voilà. Là, par exemple, là, je suis sur la dernière tranche et vous voyez cet oscillateur. Non, on reste sur l'écran s'il vous plaît, merci. Vous voyez qu'il y a un échantillon, une boucle, et je peux faire des petits clips, des marqueurs dessus. C'est non destructif, alors je ne touche pas à l'échantillon, le cours de l'échantillon. Ceux-là, je peux les déplacer, je peux les éditer. Chaque pièce, je peux même en fait sur la surface dire ok, je voudrais aller en slice mode, instrument play, slice mode, et là je peux attaquer chacun des slices sur le clavier en dessous. On travaille avec des lettres en couleur et tout ça, et ça me permet de créer très vite, en fait, des productions comme vous venez d'écouter là.